On racontait que le domaine d'Argelès, niché entre les collines boisées et les brumes légères du sud-ouest de la France, abritait plus de secrets que de fenêtres. Il y en avait pourtant 76, toutes plus grandes et ouvragées les unes que les autres. Chacune offrait une vue imprenable sur les jardins à la française, les labyrinthes de buis et la serre abandonnée où la végétation avait repris ses droits depuis des années. C'est par une matinée grise d'octobre que Elina de Varenne fit son apparition, telle une apparition justement, à la grille en fer forgé du domaine. Un chauffeur vêtu de noir ouvrit la portière de la berline noire et ses talons résonnèrent sur le gravier avec la régularité d'une sentence. Elina n'avait que 26 ans, mais déjà l'allure glaciale des femmes qui ne doutent de rien, surtout pas de leur importance. Fille d'un ministre déchu et d'une mère mondaine exilée à Monaco, elle avait grandi dans les écoles les plus chères, apprenant dès l'adolescence que l'élégance est une arme et que la pitié est une faiblesse. Elle n'était pas venue au domaine par plaisir. Elle y avait été envoyée par son oncle, le riche et mystérieux Marcel de Varenne, récemment hospitalisé. Il lui avait confié à demi-mot au téléphone qu'il y avait des documents précieux dans son bureau, des papiers à retrouver, des comptes à vérifier, mais surtout, des gens à surveiller. Tu verras, Elina, ce n'est pas qu'un vieux domaine de province. Il y a des gens là-bas qui n'ont rien à faire sous ce toit. Le personnel du domaine était déjà rassemblé sur les marches lorsqu'elle entra. Tous avaient été informés de l'arrivée de la nièce. Tous s'étaient préparés à un ouragan. Il y avait Madame Chazal, la gouvernante stricte et dévouée au domaine depuis 33 ans. Étienne, le jardinier aux mains épaisses, peu bavard. Jeanne, la cuisinière rondelette qui avait travaillé autrefois dans un grand restaurant parisien. Et surtout, une jeune femme frêle, presque invisible, aux vêtements simples mais soignés, les cheveux attachés dans un foulard noir. Elle s'appelait Léa. Et c'est elle qu'Elina remarqua en dernier. « Qui est-ce » demanda-t-elle d'un ton sec, en indiquant la jeune femme du menton. « C'est la femme de ménage, mademoiselle. Elle est ici depuis quelques mois. » Elina ne répondit rien, mais ses yeux s'attardèrent un peu trop longtemps sur Léa. Quelque chose l'agaçait déjà chez elle. Peut-être ce regard droit, franc, qui ne s'inclinait pas assez devant elle. Ou cette manière trop silencieuse d'exister, comme si elle ne demandait rien à personne. Dès les premiers jours, la tension monta. Elina n'était pas seulement exigeante, elle était cruelle. Une cruauté glaciale, élégante, sans cris mais avec des mots tranchants comme des rasoirs. « Recommence. Tu as mal repassé cette robe. Et ne me regarde pas comme ça, on dirait une mendiante. » Ou encore, « Léa, tu as appris à faire un lit, ou tu es encore en stage d'observation. » Chaque remarque était un coup d'épingle, chaque ordre, une épreuve. Le reste du personnel commença à se refermer sur lui-même. Chaque remarque était un coup d'épingle, chaque ordre, une épreuve. Le reste du personnel commença à se refermer sur lui-même. Personne ne défendait ouvertement Léa, mais les regards changèrent. On sentait qu'Elina, en cherchant à humilier, creusait quelque chose d'invisible. Mais ce que la jeune héritière ne savait pas encore, c'est qu'on ne joue pas impunément avec ceux qui n'ont rien à perdre. Et surtout, qu'on ne provoque pas les fantômes d'un lieu chargé de silence. Une nuit, vers 2 heures du matin, Elina descendit dans la bibliothèque. Elle cherchait un vieux registre, ou du moins c'est ce qu'elle se disait à elle-même. En vérité, elle ne dormait plus bien depuis son arrivée. Le domaine semblait vivre, respirer, gémir parfois sous le vent qui entrait dans les fissures du grenier. Elle tomba sur une porte close, au fond d'un couloir qu'elle n'avait encore jamais pris. La poignée était ancienne, presque brûlante au toucher. « Mieux vaut éviter cette aile, mademoiselle », souffla Madame Chazal dans son dos. Elina sursauta. « Pourquoi ?»« Des souvenirs qu'il vaut mieux ne pas réveiller. » Mais Elina n'aimait pas qu'on lui interdise quoi que ce soit. Quelques jours plus tard, en triant de vieux dossiers dans le bureau de son oncle, Elina découvrit une lettre manuscrite, soigneusement pliée entre 2 pages d'un grimoire ancien. L'enveloppe était adressée à Marcel de Varenne, mais ne portait ni timbre ni cachet. L'écriture était fine,
presque tremblante. Tu crois pouvoir effacer la mémoire, Marcel. Mais certains retours ne s'annoncent pas. Ils s'imposent. Tu as fait un choix, il y a 20 ans. Tu devras bientôt en répondre. Elle. Elina frissonna. Qui était ce elle? Léa? Impossible. Ce devait être un hasard. Et pourtant, une intuition glacée commença à germer. Un soir, lors d'un dîner silencieux, Elina croisa une nouvelle fois le regard de Léa. Quelque chose clochait. Elle n'avait jamais vu une domestique marcher aussi droit, porter son silence comme une armure. Et puis, ce regard, on n'apprend pas à regarder comme ça quand on est né pour servir. Poussée par une curiosité toxique, Elina monta discrètement dans l'aile nord, malgré les mises en garde. Là, entre les tentures déchirées et les odeurs de cire froide, elle découvrit un vieux portrait. Une femme jeune, rousse, les yeux ambrés. La peinture datait de 1986. En bas, une plaque de laiton, Léna de Varenne, 1964-1999. Le choc fut immédiat. Elle ressemblait, non, c'était impossible. Et pourtant, l'expression, les traits, les yeux, étaient presque les mêmes que ceux de Léa. Le doute, une fois né, ne voulait plus mourir. Qui était réellement Léa? Pourquoi personne ne parlait de la défunte Léna? Pourquoi cette elle était-elle condamnée? Et surtout, pourquoi Marcel de Varenne, son propre oncle, n'avait jamais évoqué l'existence d'une fille? Le portrait de Léna de Varenne hanta Elina pendant des jours. Elle se retrouvait, chaque matin, chaque soir, obsédée par le regard figé de la jeune femme peinte. La ressemblance avec Léa n'était pas une illusion. C'était une vérité brute, impossible à ignorer. Pourtant, personne dans la maison ne semblait s'en émouvoir. Madame Chazal, lorsqu'Elina aborda le sujet, s'était contentée d'un discret. C'était une époque difficile, mademoiselle. Une époque qu'on ne ressuscite pas. Mais Elina ne croyait pas aux silences innocents. Elle commença à fouiller le domaine. En cachette. La nuit, souvent. Elle ouvrit des malles, vida des tiroirs fermés à clé, lut des lettres jaunies, des journaux intimes à demi effacés. Et peu à peu, une silhouette se dessina dans l'ombre de l'histoire familiale. Une fille cachée, une naissance illégitime, une femme disparue. Dans un tiroir dissimulé derrière un panneau secret de la bibliothèque, un détail qu'elle n'aurait jamais trouvé sans l'aide d'un vieux plan du domaine, Elina découvrit un carnet de cuir, relié à la main. Il était signé à l'intérieur, Léna de Varenne. Les premières pages étaient remplies de réflexions poétiques, de rêves naïfs. Mais très vite, le ton changeait. Je ne suis pas censé exister. Ils m'ont caché, protégé, disent-ils. Mais de quoi? De qui? Marcel m'a interdit d'aller au village. Il dit que les rumeurs sont dangereuses, que certaines vérités font plus de mal que le mensonge. J'ai entendu une dispute aujourd'hui. Mon père parlait d'héritage, d'un testament. Et il a dit mon prénom. Il a dit que j'étais un problème. Elina sentit sa gorge se serrer. Si ce carnet disait vrai, alors Léa, cette jeune femme qu'elle maltraitait depuis des semaines, n'était pas une simple employée. Elle était la fille du propriétaire, peut-être même l'unique héritière du domaine. Un après-midi, alors qu'Elina observait Léa nettoyer les marches en pierre avec une brosse éreintante, elle remarqua Étienne, le jardinier, qui l'observait lui aussi. Pas Léa. Non, il regardait Elina, avec un mélange de mépris et de lassitude. Elle alla le voir. « Vous l'aimez bien, cette fille ?» demanda-t-elle d'un ton sec. Le vieil homme ne répondit pas tout de suite. Puis, après un long silence, « Vous n'avez pas idée de ce qu'elle a traversé. »« Qui est-elle » souffla Elina. Étienne se pencha légèrement, comme s'il allait partager un secret trop lourd pour le vent. « Je l'ai connue, enfant. Elle jouait dans les roseraies avec une poupée en chiffon. Elle appelait Marcel papa, mais jamais devant les autres. Il lui disait que c'était un jeu, qu'elle devait rester invisible pour sa sécurité. » Elina eut un vertige. Une partie d'elle refusait encore d'y croire. Plus elle creusait, plus elle comprenait que le domaine tout entier était construit sur un mensonge.
Léna de Varenne n'était pas morte en 1999, comme l'indiquait la plaque du tableau. Non. Elle avait simplement disparu. Il y avait eu un incendie, selon certains rapports. Un feu qui avait ravagé une partie de l'aile nord. Et dans ce feu, une jeune femme avait été déclarée morte. Mais aucun corps n'avait été retrouvé. Un certificat de décès sans dépouille. Une cérémonie sans cercueil. Tout sonnait faux. Depuis qu'elle soupçonnait la vérité, Elina n'osait plus croiser le regard de Léa. Chaque fois qu'elle la croisait dans les couloirs, qu'elle entendait le bruissement discret de ses pas sur le carrelage, un frisson lui remontait la colonne vertébrale. Elle avait été odieuse avec elle. Elle l'avait traitée comme une moins que rien. Pire, elle l'avait humiliée devant les autres. Et maintenant, elle découvrait que cette femme, cette bonne, pourrait être l'héritière légitime du domaine d'Argelès. Un soir, ne tenant plus, elle l'arrêta dans un couloir. « Dis-moi qui tu es. » Léa la regarda droit dans les yeux, sans cligner. « Je suis celle que vous ne vouliez pas voir. » Puis elle repartit. Sans un mot de plus, alors qu'Elina commençait à envisager de fuir le domaine, prise entre honte, peur et confusion, une nouvelle inattendue bouleversa l'équilibre. Marcel de Varenne, le maître du domaine, revenait de l'hôpital. Pas dans un cercueil comme beaucoup l'avaient supposé, mais bien vivant, quoique affaibli. Il arriva un matin brumeux, assis dans un fauteuil roulant, les traits tirés, mais le regard vif. Lorsqu'il vit Elina, il ne lui dit rien. Mais lorsqu'il vit Léa, il baissa les yeux. C'était la première fois que quelqu'un fuyait son regard. Elina savait que la confrontation allait arriver. Et elle avait peur. Pas pour elle. Pour ce que cette rencontre allait déclencher. Elle entendit, au détour d'un couloir, une phrase prononcée par Marcel, dans un murmure rauque à sa gouvernante. « Je pensais qu'en l'effaçant, je la protégerais. Mais elle est revenue. Et maintenant, le prix doit être payé. » Depuis le retour de Marcel, le domaine semblait s'être figé dans un entre-deux. Ni vraiment vivant, ni tout à fait mort. Le personnel se faisait discret. Les repas étaient pris en silence. Les horloges semblaient tic-taquer plus lentement. Et surtout, la nuit, des bruits se faisaient entendre. Au-dessus du 2e étage, dans ce grenier que nul ne visitait plus. Elina, incapable de dormir, décida un soir d'y monter. Elle emporta une lampe torche, et gravissant les marches grinçantes, elle sentit la poussière étouffer sa respiration. Au bout du couloir du grenier, elle trouva une vieille trappe scellée, clouée, comme si quelqu'un avait voulu empêcher qu'on ne l'ouvre jamais plus. Sur le bois, une inscription gravée à la lame. Elle sait. Il fallut 2 jours à Elina pour revenir avec un pied de biche. Elle attendit que tout le monde soit endormi. Lorsqu'elle parvint à arracher les clous, elle découvrit une petite pièce cachée sous le plancher du grenier. Un réduit à peine plus grand qu'un placard. À l'intérieur, un matelas jauni, un carnet déchiré et une petite boîte en fer. Dans cette boîte, un acte de naissance. Délivré à Léna de Varenne, fille de Marcel de Varenne et Clémence Alvar, née le 13 septembre 1986. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi une lettre, non signée, à l'encre tremblante. Elle est toujours vivante. Tu l'as enfermée pour la protéger, mais tu l'as brisée. Un jour elle reviendra, Marcel, et ce jour-là, elle réclamera tout. Le nom de Clémence Alvar tourna dans l'esprit d'Elina comme une spirale sans fin. Elle n'en avait jamais entendu parler. Une recherche rapide dans les archives de la maison révéla qu'une certaine Clémence avait été gouvernante au domaine, jusqu'en 1999, date de l'incendie. L'acte de décès la déclarait morte dans l'accident. Mais une photo, trouvée derrière un miroir, racontait une autre histoire. Sur cette photo, une jeune femme à la chevelure rousse, tenant un bébé dans les bras. Elle souriait, mais ses yeux trahissaient une tristesse profonde. Derrière elle, flou mais identifiable, Marcel. La légende manuscrite au dos disait « Clémence est notre fille ». Léna était 1987. Elina était bouleversée.
Chaque pièce du puzzle la renvoyait à son propre rôle. Celui de bourreau aveugle, éduqué dans le déni des autres, modelé pour croire qu'elle était au sommet d'un monde dont elle ignorait les fondations. Et pendant tout ce temps, Léa, ou plutôt Léna, avait vécu dans l'ombre, parmi les domestiques. Elle avait choisi l'humilité, le silence, l'effacement. Mais pourquoi? Pourquoi n'avait-elle jamais revendiqué son identité? Pourquoi s'était-elle tue? Elle devait savoir. Elle devait comprendre. Elle devait s'excuser. Une nuit, alors que la pluie frappait violemment les vitres du grand salon, Elina descendit. Léa y était, assise dans un fauteuil, seule, les yeux perdus dans la flamme du feu de cheminée. « Tu n'as jamais été une simple femme de ménage, n'est-ce pas ?» demanda Elina, presque dans un souffle. Léa leva lentement les yeux vers elle, et pour la première fois, elle sembla vulnérable. « Pourquoi t'es-tu tue ?» insista Elina. Léa sourit, un sourire sans joie. « Parce que j'attendais. » Tu attendais quoi? Que les masques tombent d'eux-mêmes, que la vérité vous ronge de l'intérieur, comme elle m'a rongé. Un silence de plomb s'installa. Puis elle ajouta, « Mon père m'a enterrée vivante. Pas dans la terre, dans l'oubli. Il m'a effacée pour préserver son nom, sa lignée, ses illusions. Mais moi, je me suis souvenu de tout. » Marcel les interrompit, roulant lentement son fauteuil jusque dans le salon. Il avait entendu. Il avait tout entendu. « Tu n'étais pas prête à affronter ce que tu étais, Léna, » souffla-t-il. Léa se leva lentement, droite, digne, terrible. « Non, père, tu n'étais pas prêt. Tu ne voulais pas d'une bâtarde, d'une fille née hors mariage, d'une femme qui ne pouvait pas faire de moi une héritière présentable. Tu m'as volé mon nom. Je voulais te protéger, » murmura-t-il. « Tu voulais m'effacer, et tu as réussi, jusqu'à aujourd'hui. » Ce soir-là, Elina comprit que rien de ce qui s'était passé depuis son arrivée n'était dû au hasard. Léa n'était pas revenue par accident. Elle n'avait pas accepté le poste de femme de ménage par besoin. Non, c'était un plan. Elle s'était infiltrée pour observer, pour réveiller les fantômes, pour obliger Marcel à faire face à ses actes. Et elle avait parfaitement réussi. Il y avait un coffre, caché depuis plus de 20 ans dans une alcôve murée de la bibliothèque interdite. C'est Marcel lui-même qui, dans un sursaut de lucidité ou de culpabilité, en parla le lendemain de leur confrontation. Il demanda à Étienne, le jardinier de toujours, d'ouvrir le pan de mur dissimulant l'alcôve. Ce jour-là, la rumeur atteignit les journaux. Une fuite, volontaire ou non, révéla qu'une héritière secrète du domaine de Varennes refaisait surface, avec un testament à l'appui. Des journalistes rôdaient dès le lendemain à l'entrée du domaine. Des caméras, des drones, et surtout, des notaires. Mais toute lumière attire les ombres. Une lettre anonyme arriva, glissée sous la porte de la chambre de Léna. Un simple message, tapé à la machine. « Tu n'as encore rien vu. Le feu n'a jamais éteint les vrais secrets. Il n'a fait que les enfouir. » Peu de temps après, Elina retrouva, en pleine nuit, un oiseau mort cloué à la porte de sa chambre. Un vieux rituel. Un avertissement. Quelqu'un, quelque part, voulait empêcher Léna de régner. Quelqu'un voulait faire taire ceux qui savaient. Et Elina, à présent, savait trop de choses. Elina, bouleversée mais déterminée, se rapprocha de Léna. Elle l'aida à classer les archives familiales, à retrouver des documents d'époque, à reconstituer l'arbre généalogique complet de la lignée de Varennes. Elles découvrirent des lettres codées, des journaux intimes de Clémence, la mère de Léna, dissimulés dans un coffret à double fond dans le bureau du patriarche. Clémence y parlait d'un secret ancien, d'une malédiction de sang, d'une lignée coupée, déchirée par des choix immoraux, des amours interdits, des enfants cachés. Il y a une pièce dans le domaine que nul ne doit ouvrir, même pas toi, ma fille, car ce qu'elle contient pourrait détruire ce que tu crois savoir de ton père. La pièce dont parlait Clémence était bien réelle. Ce jour-là, la rumeur atteignit les journaux. Une fuite, volontaire ou non,
révéla qu'une héritière secrète du domaine de Varennes refaisait surface, avec un testament à l'appui. Des journalistes rôdaient dès le lendemain à l'entrée du domaine. Des caméras, des drones, et surtout, des notaires. Mais toute lumière attire les ombres. Une lettre anonyme arriva, glissée sous la porte de la chambre de Léna. Un simple message, tapé à la machine. Tu n'as encore rien vu. Le feu n'a jamais éteint les vrais secrets. Il n'a fait que les enfouir. Peu de temps après, Elina retrouva, en pleine nuit, un oiseau mort cloué à la porte de sa chambre. Un vieux rituel. Un avertissement. Quelqu'un, quelque part, voulait empêcher Léna de régner. Quelqu'un voulait faire taire ceux qui savaient. Et Elina, à présent, savait trop de choses. Elina, bouleversée mais déterminée, se rapprocha de Léna. Elle l'aida à classer les archives familiales, à retrouver des documents d'époque, à reconstituer l'arbre généalogique complet de la lignée de Varennes. Elles découvrirent des lettres codées, des journaux intimes de Clémence, la mère de Léna, dissimulés dans un coffret à double fond dans le bureau du patriarche. Clémence y parlait d'un secret ancien, d'une malédiction de sang, d'une lignée coupée, déchirée par des choix immoraux, des amours interdits, des enfants cachés. Il y a une pièce dans le domaine que nul ne doit ouvrir, même pas toi, ma fille, car ce qu'elle contient pourrait détruire ce que tu crois savoir de ton père. La pièce dont parlait Clémence était bien réelle, disparue des plans modernes, mais visible sur une vieille carte du domaine datée de 1883, la chambre des lamentations, située derrière la cave à vin. Le passage avait été scellé avec des pierres et du ciment. Étienne, à contre-cœur, accepta d'y conduire Elina et Léna. Ils creusèrent pendant 3 heures. Et lorsque la pierre céda, une odeur nauséabonde, ancienne, remonta à leurs narines. De l'humidité, de la poussière, et autre chose. Dans la pénombre, à la lumière de leurs torches, ils découvrirent un bureau rongé par le temps, et au centre, un cercueil. Vide. Mais sur le couvercle était gravé « Léna Alvar de Varennes, 1986-1999 ». Léna recula, suffocant. Marcel l'avait enterrée symboliquement, comme pour nier qu'elle ait jamais existé. Un acte rituel, un sacrifice psychologique. Le cercueil vide, comme un cercueil pour son ombre, une tombe pour son existence. Et pourtant, elle était là, debout, vivante, digne. Ce jour-là, elle comprit que son existence entière avait été construite contre la volonté de tous. Mais désormais, elle était libre, et elle allait parler. 3 jours après la découverte du cercueil vide, le domaine entra dans un étrange état de suspension. Le personnel ne parlait plus. Même les horloges semblaient tic-taquer plus lentement. Une tension électrique flottait dans les couloirs, comme si les murs eux-mêmes retenaient à leur souffle. Puis, un matin, le notaire général de la région débarqua, accompagné de 2 avocats, d'un huissier et d'un homme en costume sombre que personne ne connaissait. Ils avaient reçu un document signé par Léna, déclarant son intention de faire valoir le testament original et d'ouvrir une enquête officielle sur les circonstances de l'incendie de 1999. Marcel, blême, ne prononça pas un mot. Mais dans ses yeux, une peur nouvelle, primitive. Léna n'avait jamais oublié. La nuit du 21 août 1999, le feu, les cris, la fumée. Elle avait 8 ans. Clémence l'avait enfermée dans la cave secrète, lui disant de ne faire aucun bruit, que c'était pour son bien, que son père ne devait pas savoir qu'elle était encore là, pas ce soir-là. Quand elle était sortie, des heures plus tard, tout le monde la croyait morte. Et Marcel avait laissé faire. Pire, il avait laissé croire qu'elle n'avait jamais existé. Une fois l'enquête ouverte, les langues commencèrent à se délier. Étienne, le jardinier, avoua à demi-mot qu'il savait, depuis le début, que la fille de Clémence avait survécu. Il l'avait vue, des années plus tard, près de l'ancien puits, grandi, farouche, fuyant les regards. Il ne l'avait pas dénoncé. Il n'avait pas osé. Mais Madame Chazal, la gouvernante, se mura dans le silence. Jusqu'au jour où Elina,
fouillant dans ses affaires personnelles, découvrit une lettre inachevée, jamais envoyée, destinée à Marcel. « Je vous ai servi fidèlement. J'ai gardé le secret. J'ai effacé ses traces. Mais vous me devez plus que de la loyauté. Vous me devez la vérité. Elle est vivante. Et vous le savez. » Marcel fut convoqué à la mairie, officiellement pour une audience privée en lien avec le testament. Mais il ne revint jamais au domaine. Le lendemain, un article parut dans le journal local. Titre: Le comte de Varennes interné sous ordonnance psychiatrique provisoire. Il avait été retrouvé dans son bureau, en train de parler au portrait de son père. Les mots qu'il répétait en boucle: Je l'ai tuée pour la protéger. Je l'ai enterrée pour qu'elle vive. Clémence m'avait dit de choisir. Je l'ai fait. J'ai choisi le silence. Léna organisa une réunion. Pas une fête, ni un événement mondain, un rassemblement. Dans le grand hall du domaine, elle convoqua tous les membres du personnel, anciens et actuels, les notables du village, les journaux, les curieux. Elle prit la parole, debout sur l'estrade, là où son père se tenait jadis pour les discours officiels. Je ne suis pas ici pour venger ma mère, ni pour détruire un nom. Je suis ici pour mettre fin à une tradition de silence, pour dire que nous ne sommes plus les ombres d'une lignée qui se croit éternelle. Ce domaine m'appartient aujourd'hui, mais je ne le régnerai pas comme ils l'ont fait. Elle fit distribuer les journaux intimes de Clémence, les lettres, le testament, les photos, les preuves. Et surtout, elle ordonna que la chambre des lamentations soit ouverte à tous, une fois par an, comme musée de la mémoire des oubliés. Ce soir-là, Elina se promena seule dans les jardins. Tout ce qu'elle avait cru, tout ce pourquoi elle avait été élevée, s'était écroulé. Mais au lieu de sombrer dans l'amertume, elle sentit autre chose, un soulagement. Elle rejoignit Léna sur la terrasse. « Tu n'as jamais voulu te venger, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Léna secoua la tête. « Non, ce n'est pas la vengeance qui répare, c'est la reconnaissance, la vérité. » Elina lui tendit la main. Un pacte silencieux, une alliance nouvelle, entre deux femmes que tout opposait et que la vérité avait réunies. Léna engagea des historiens pour restaurer la mémoire des anciennes générations effacées. Elle fit réhabiliter le nom de Clémence. Elle transforma le domaine en centre culturel, dédié à la lutte contre l'invisibilisation des femmes et des classes silencieuses. Et elle offrit à Elina un poste, directrice de la fondation. Elina accepta, car dans ce nouveau monde, elle avait enfin trouvé une raison d'exister. Le vent d'automne dans les arbres du domaine d'Argelès avait changé de tonalité. Il ne sifflait plus, il murmurait. Les volets de la vieille bâtisse ne claquaient plus. Ils s'ouvraient chaque matin aux premières lueurs du jour. Et dans les couloirs, plus de cris, plus d'ordres secs, plus de pas précipités. Juste des voix calmes, des rires étouffés, des sons de piano qui s'échappèrent parfois de la salle de musique réhabilitée. Léna vivait désormais dans l'ancienne aile des invités, refusant obstinément la chambre du maître. Elina, elle, occupait l'ancienne suite de Clémence, qu'elle avait entièrement restaurée. Les rôles s'étaient inversés, sans vengeance, sans rancœur, juste par justice. Le 21 août, exactement un an jour pour jour après la renaissance de Léna, fut inaugurée la Maison du Silence, au cœur du domaine. C'était un espace étrange et magnifique à la fois. Une chapelle sans autel, une bibliothèque sans barrière, un musée sans vitrine. On y exposait les récits oubliés de femmes de chambre, de jardiniers, de cuisinières, de nourrices, de femmes disparues dans les incendies de l'histoire. Au centre, en pierre blanche, trônait une sculpture, un cercueil ouvert, vide, suspendu au-dessus du sol, sans couvercle. À ses pieds, une plaque gravée. Pour celle qu'on a crue morte, pour celle qu'on n'a pas su écouter, et pour celle qui se relève, un jour, sans bruit, mais debout. Quelques jours après l'inauguration, Elina trouva dans sa chambre une enveloppe à son nom, posée sur le lit. Pas de cachet,
pas d'écriture identifiable. À l'intérieur, une seule feuille, manuscrite, signée de la main tremblante de Marcel de Varenne. Je ne te demande pas pardon. Je ne le mérite pas, mais si tu lis ces mots, c'est que tu es resté. Alors, je te remercie. Car si un jour l'histoire doit me condamner, qu'au moins quelqu'un se souvienne que j'ai eu une fille et qu'elle était lumière. Elina, en silence, brûla la lettre dans la cheminée de la chambre, non par haine, mais pour que ces mots appartiennent aux cendres, là où ils auraient dû naître. Un matin, Léna demanda à Elina de la suivre jusqu'au vieux puits. Il y a une chose que je n'ai jamais dite à personne. Léna s'approcha du puits, s'agenouilla, toucha la pierre noire. C'est ici que ma mère m'a fait promettre de ne jamais devenir comme lui. Elle resta un long moment en silence. Puis, et pourtant, pendant une seconde, je l'ai voulu. Je voulais qu'il me voie, qu'il ait honte. Mais ce n'est pas ça, la vraie justice. Elle se releva, et ajouta, « La vraie justice, c'est de vivre. Pleinement, sans chaîne. » Les murs du domaine ont vu la cruauté, la haine, le mépris. Mais aujourd'hui, ils voient autre chose. Ils voient des enfants courir dans les couloirs, des ateliers de peinture organisés dans l'ancienne salle à manger, des lectures de poésie dans le grand salon. Ils voient Léna, parfois, seule dans la bibliothèque, recopiant à la main les lettres de Clémence pour en faire un livre. Ils voient Elina, un carnet toujours à la main, surveiller les rénovations, les jardins, les visiteurs. Et ils entendent. Ils entendent les voix, les histoires, les confessions tardives des visiteurs, les silences qui n'en sont plus. Un soir d'hiver, Elina demanda à Léna, « Tu n'as jamais songé à vendre le domaine, à partir ?» Léna sourit. « Non, parce que ce lieu, c'est la mémoire incarnée, et je préfère vivre avec les fantômes que fuir mes racines. » Elina la regarda longuement, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que ce domaine n'était plus une prison. C'était devenu un pont, entre les générations, entre les classes, entre les vivants et les morts. Un jour, un écrivain en visite demanda à Léna pourquoi avoir nommé ce lieu le domaine du silence. Elle répondit simplement, parce que c'est ici que le silence a parlé pour la première fois.